Fait que c'est sûr qu'on va le référer à un courtier hypothécaire qui va s'occuper du... Oui, c'est vrai. T'as-tu bougé, David, hein? Je sais pas. Moi, je pense que c'est toi. Non, ma chaise, elle bouge pas, elle a pas de roulette. Là, la... Bonjour, bienvenue à la game du courtage. Steve Valiente, David Bélanger. Bonjour tout le monde. Écoute, aujourd'hui, on était supposé commencer il y a 1h30. OK? Puis mon David National a décidé de me faire accrocher une télévision, de me faire bouger, défaire 2 bureaux, hein? Des ordinateurs à déplacer. Ouais. Amène le sofa l'autre bord. Amène les chaises ici. Là, David est content. Vous voyez un gros sourire. Il est super heureux. Avec notre Remax Infinité logo. Hein? Fait que là, on peut commencer. On est prête. Mais pour vrai, les gens, si vous regardez la première semaine, vous allez pouvoir voir, je pense qu'il y a une petite amélioration côté de décor. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous préférez. Parce que moi, ça ne me dérange pas. C'est pour moi qui change les pièces. Donc, si vous préférez l'ancien setup, vous pouvez me le dire. Steve va pouvoir tout en rechanger déjà. Puis il va pouvoir faire ce que vous voulez, en fait, là, comme setup. Ça va me faire plaisir. Puis Steve, grosse semaine dans l'immobilier cette semaine? Cette semaine, honnêtement, c'est une bonne semaine. L'année commence. Fait dans le fond, c'est sûr que février, tu le sais, février, janvier, fin février, des mi-février, fin février, là, le marché repart. Fait que je vois que pas mal aussi le monde des courtiers au bureau qui sont pas mal occupés. Toi aussi, tu es pas mal occupé. C'est le début de l'année, comme tu dis. Oui, c'est le début de l'année, fait que c'est ça. Jusqu'en juin, en temps normal, c'est pas mal la course pour les achats. On a eu des rencontres des franchisés hier avec Remax Québec. Dans le fond, c'est toutes les franchisés qui étaient là-bas. Fait qu'on a eu un économiste de la Banque nationale qui est venu nous parler concernant les tarifs, s'il arrivait les tarifs. Toi, qu'est-ce que tu as retenu là-dessus? Bien, en fait, en gros, c'est que pour lui, quand même, sa projection pour 2025 reste que ça va être une bonne année dans l'immobilier. Dans le fond, il croit que ça va être encore un marché qui est pour les vendeurs. Donc, ce côté acheteur, on commence même à le revoir là, depuis un 6-7 mois, même sur le marché, que certains produits qu'on met sur le marché qui sont quand même assez rares ou qui sont vraiment bien rénovés, qui sont bien entretenus, il y a encore un peu de surenchère, il y a encore c'est encore en situation d'offre multiple pour les acheteurs. Donc, c'est sûr que c'est plate qu'on est un acheteur. C'est sûr quand on vend, bien, c'est sûr que le marché il est favorable pour nous, c'est sûr. Ouais. Mais du côté des acheteurs, sans dire, comme je dis souvent, c'est pas comme le COVID, mais clairement qu'il faut être rapide, il faut être proactif. Il faut vraiment aller visiter les propriétés, pas nécessairement la journée qui sort, mais vraiment de se booker des visites très rapidement parce que des bons produits dans des bons secteurs, ça part encore super rapidement. Oui, parce que dans le fond, durant la COVID, on faisait tout le temps, les vendeurs disaient, écoute, je veux que tout le monde visite. Fait qu'on faisait les visites la fin de semaine, puis ils prenaient les offres le mardi. Tu sais, j'ai remarqué que ça avait arrêté pas mal. Puis, tu vois, même moi, j'avais mis un condo, puis cette clause-là, on l'a pas mis, puis le vendeur dit « Oh non! » Fait que dans le fond, c'est que c'est arrivé. On l'a mis à vendre. J'étais obligé de canceller 12 visites la fin de semaine parce que j'ai eu 2 offres, ceux qui sont venus visiter avant. On l'a mis le lundi sur le marché, mercredi, jeudi, on a eu des visites. On a eu 2 offres tout de suite, puis on a eu des clients décidé de l'accepter parce que l'offre était vraiment bonne. C'est quand même son choix. Fait que, puis on est obligé de canceller 12 visites. Fait que d'après moi, je pense qu'on va commencer à revoir une visite la fin de semaine puis les offres mardi pour laisser la chance à tout le monde de visiter. C'est sûr, parce que d'un côté, il y a des acheteurs qui vont dire « Ah, mais que vous créez la surenchère. » Mais à la fin de la journée, c'est pas de créer une surenchère, c'est juste de laisser le temps à tout le monde de visiter. C'est comme tu as dit là, au final, c'est le vendeur qui décide. Hein? Donc, c'est pas nous, en tant que courtier immobilier, qui va décider si on accepte un offre ou non dans un délai précis. Nous, notre devoir, notre déontologie nous oblige à présenter l'offre à nos vendeurs dans les meilleurs délais. Puis après, c'est lui qui décide s'il va de l'avant avec une des offres, par rapport à ton exemple à toi, avec une des 2 offres qu'il a reçues ou de faire les 12 visites. Donc, c'est sûr que d'un côté, on entend beaucoup que ça fait comme de la surenchère, mais de l'autre côté, ça laisse tout le monde le temps de visiter. Donc, on est un peu entre les deux là-dedans, dans cette situation-là. C'est ça le monde, ils disent. Mais tu sais, c'est encore plus frustrant pour un acheteur qui n'a pas pu visiter la propriété puis tu l'as booké. Tu sais, il faut quand même voir tous les 2 côtés de la médaille. Je veux dire, moi, des clients ils disaient, mais Steve, on a une visite, pourquoi qu'on la visite pas? Mais il y a eu des offres, on n'a pas pu devancer notre visite. Fait que là, il y a des offres. Fait que là, il dit, ouais, mais ça devrait pas être comme ça. Puis là, après, tu as d'autres mondes, premier arrivé, premier servi. Il y a toujours 2 mentalités. Ça va être très dur de satisfaire tout le monde, anyway. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. À la fin, c'est quelle stratégie qui marche le mieux? Bien, à la fin, c'est qui tu veux faire, si tu veux faire plaisir aux acheteurs, tu veux faire plaisir aux vendeurs. À la fin, je pense que là, on va revoir ça. Je pense que les offres vont reprendre sur pas toutes les propriétés, là, ceux qui sont rénovés. On s'entend que moi, j'ai remarqué que le monde,
Si c'est rénové, des maisons qui sont à rénover, il n'y a plus d'attraction dessus. Ils sont un petit peu plus réticents. Ouais. Ou les offres sans garantie légale aussi, quand même. Là, je veux dire, ça ralentit certains acheteurs. Les acheteurs nous posent des questions pourquoi ils vendent sans garantie légale. Donc, je voudrais durant le COVID, c'était plus on allait visiter, puis rendu là, on prenait ce que le vendeur, admettons, voulait comme condition quasiment, là, mais en faisant toujours une inspection. Sérieusement, je sais qu'il y a beaucoup d'articles qui disaient que beaucoup d'acheteurs achetaient sans inspection, mais de notre côté, à nous, sérieusement, je peux compter sur les doigts d'une main là, les offres que j'ai pu faire sans inspection. Moi, je te dirais, durant la COVID, là, tout le monde disait ça, là, mais moi, tous mes clients ont tous fait des inspections. Les délais étaient plus courts, 2-3 jours, puis on avait les inspecteurs. On a quand même un réseau d'inspecteurs que c'était facile à avoir, même s'ils étaient occupés, on arrivait à les squeezer, puis on arrivait à faire dans les délais, mais j'ai pas perdu une offre à cause que il n'y avait pas d'inspection. Non. Moi, mes clients ont tous fait des inspections durant la COVID, durant le marché chaud. Puis justement, on regardait ça. Parce que justement, on voyait souvent dans le journal. Ah non. Puis là, j'étais là, mais non, mais moi, mes clients ont tous fait des inspections. Peut-être mais c'était une maison à rénover. Fait que, c'était une maison à rénover. Le gars, il dit, ben moi, je ne ferai pas d'inspection, je la strip au complet. Anyway. Ben c'est sûr que oui, ça ne vaut pas la peine de faire une inspection dans ce cas-là. Parce que tu sais que tu as refait au complet, tu as refait le filage, tu as fait la plomberie, tu as refait. Tu gaspilles 700-800$ pour rien. Hein. Ben, c'est sûr que c'est gaspillé. Au final, je crois quand même que c'est important de faire une inspection vraiment. C'est sûr que certains clients qui sont plus propices. Ça peut être, je connais des amis proches à moi, d'entrepreneurs généraux, qui sont dans la construction. C'est sûr que pour eux, le risque est peut-être moins grand, même si je ne vais jamais conseiller quand même à des clients de ne pas faire d'inspection. Ça reste que c'est leur choix à eux. Mais de base, moi, c'est sûr que je vais toujours conseiller à mes clients de faire des inspections. Ouais. Parce qu'il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Le monde dit, oui, tu fais une inspection. Moi aussi, je recommande toujours une inspection. Mais quand tu es entrepreneur, je veux dire, tu vas pas rappeler, tu rouvres le mur puis il y a un vis caché. Là. Mais tu sais, ça coûte pas 100 000. Là. Je veux dire, il y a un fil qui est mal passé ou dégainé. Tu sais, le gars va le refaire. Tu sais, je veux dire, c'est pas un entrepreneur. Les entrepreneurs, en temps normal, là, c'est rare qu'eux autres en font des inspections. Là. Parce que les autres vont dire, moi, au prix que ça va me coûter leur faire. Surtout quand ils strippent. À moins que ce soit structural, là, c'est une autre histoire. La maison, elle bouge. Mais en temps normal, quand tu vas visiter, elle a bougé. Tu vas le voir. Ça dépend de chaque client. Ouais. C'est sûr que chaque client, il a une tolérance au risque qui est différent pour chacun, en fait. Ouais. Puis, dans la même lignée, en fait, on parlait un peu tantôt du marché immobilier 2025. Toi, Steve, si tu as un acheteur qui t'appelle aujourd'hui puis qui te dit, écoute, Steve, je suis prêt à embarquer dans le marché, je veux m'acheter une propriété, c'est quoi les étapes que tu vas lui conseiller de faire en premier? C'est sûr que la première étape dans le fond, qu'il faut faire, c'est savoir c'est quoi ton pouvoir d'achat. Tu sais, dans le fond, tu peux dire, moi, je peux acheter pour 500 000, j'ai pas de dette, j'ai 200 000 en banque, mais tu fais 35 000 par année. Tu sais, tu peux dire, moi, je peux acheter, j'ai de l'argent. Non, tu n'as pas d'argent parce que la majorité des banques, dans le fond, ils nous disent toujours, fais un calcul rapide, 4 fois ton brut, moins tes dettes. C'était avant, ça maintenant, c'est... Encore là, je parlais avec une couple de courtiers, mais on va faire venir des courtiers, puis on leur posera la question, puis ils vont plus dans le lien, mais tu sais, give or take, ça, c'est pas précis, là. 4 fois tes revenus. Fait que c'est sûr que tu ne peux pas acheter une maison à 400 000 ou à 500 000 si tu fais 35 000 de revenus. Ça ne passera pas, la banque ne va pas te prêter l'argent, même si c'est 200 000 de mise de fonds. OK? À moins que tu aies un co-signataire ou un money. Ça dépend d'autres situations, c'est sûr. Mais une préqualification. Fais ta préqualification, tu vas savoir qu'est-ce que tu vas acheter. Parce que dans le fond, ça va te permettre de dire, OK, je vais visiter des maisons. Parce que là, tu peux commencer à aller visiter des maisons à 1 million quand tu peux acheter pour 500 000. Fait que c'est une perte de temps pour tout le monde. Fait que si tu sais que tu peux acheter pour 500 000, mais là, tu vas aller voir les maisons que tu peux aller acheter. Là, tu vas acheter des maisons rénovées, tu peux pas acheter des maisons que tu veux rénover. Le secteur que tu cherches aussi. C'est ça, le secteur aussi. Puis là, nous, on va regarder, c'est-tu réaliste? Parce qu'aujourd'hui, avec les prix qui ont monté, on s'entend que maintenant, si tu trouves des maisons à 400, 500 000 sur l'île de Montréal... C'est sûr que c'est plus comme c'était avant. C'est pas comme c'était. Puis je pense que, puis moi aussi, la première étape, c'est un peu comme Steve, là, quand un acheteur va m'appeler, ça va être la première étape. Est-ce que tu t'es fait préqualifier? Est-ce que tu as une préqualification bancaire? Sinon, c'est la première étape. Puis ça, je dirais que ça a beaucoup changé, parce que quand nous, on a commencé en 2017, 2018, personnellement, quand j'envoyais une promesse d'achat, jamais j'envoyais la préqualification. Mes clients étaient préqualifiés, mais je ne l'envoyais jamais avec mon offre d'achat, parce que j'avais dans la mentalité que dans ce temps-là, c'est un marché qui était d'acheteurs. Donc, c'est sûr que les acheteurs, souvent, négociaient le prix à la baisse directement parce que, justement, il y avait trop de propriétés sur le marché pour le nombre d'acheteurs qu'il y avait. Donc, moi, pourquoi je n'envoyais pas la préqualification bancaire? C'est que je ne voulais pas que le vendeur voie la capacité d'emprunt de mon client et qu'il décide de nous faire soit une contre-offre plus élevée que peut-être qu'il l'aurait faite parce qu'il voit que nous, on est capable d'acheter pour X montant. Mais ça, depuis le COVID, ça a
complètement changé. Tu sais, maintenant, même pas en situation d'offre multiple, il faut une préqualification bancaire parce que faut que les gens soient conscients que le vendeur doit quand même accepter. C'est ça, on l'envoie avec l'offre. Pas le choix. Avant, on ne faisait pas ça. Ben, moi, personnellement. Moi, je ne le faisais pas. Honnêtement, non, parce que je faisais préqualifier mes clients, mais on ne l'envoyait pas au courtier inscripteur. On disait, gars, j'ai fait mes vérifications, ils te faisaient confiance. Dans ce temps-là, on visitait la propriété, on prenait 1 heure pour la visiter. On la bookait la semaine d'après pour aller la revisiter. Ouais. Puis si vous la visitez 4 fois, on l'a fait visiter 4 fois. Aujourd'hui, c'est sûr qu'après la COVID, le marché a pas mal changé, on s'entend, là. Que c'est complètement différent. Mais là, ta visite, là, si t'es chanceux, il y a certaines maisons que tu peux revisiter une autre fois. Ouais. Fait que c'est moins pire qu'avant. Mais je me souviens que moi, je bookais des visites de 1 heure. Je vais passer entre midi et 1 heure. Tu faisais ça, toi, aussi, dans le temps? Ben, tu sais, oui, c'était comme la norme de faire ça 1 heure de temps. Tu sais, maintenant, on s'en dit aux 15 minutes, mais tu sais, on va céduler une demi-heure de visite. Mais avant, oui. Mais comme je dis, c'était un marché qui était complètement à l'inverse, en fait, là, tu sais. Puis souvent, quand les gens ils parlent que les prix sont rendus, ils ont beaucoup augmenté, puis est-ce que ça le vaut vraiment, tu sais? Je crois que dans ce temps-là, puis même des fois, on en parlait, tu sais, dans ce temps-là, que, si on regardait par rapport au reste du Canada, tu sais, oui, le reste du Canada, on n'a pas le même, salaire. Le même salaire et tout ça, c'est sûr, c'est différent, mais notre immobilier au Québec était vraiment sous-évalué par rapport au reste du Canada. Donc là, rendu là, on est encore quand même super abordable, même si pour nous, à l'interne, c'est sûr que ça a beaucoup changé, les prix ont beaucoup augmenté. Tu sais que le monde va taillir, là, parce que tu disais qu'on était abordable comparativement. Là, on va dire, tu sais, puis c'est vrai, hein, il y a deux mentalités, parce que oui, c'est vrai que tu dis, si tu prends l'ensemble du Canada, au niveau du Québec, les propriétés étaient les plus abordables. Étaient moins, oui, c'est sûr. Mais quand tu habites ici, tu te rends compte que c'est plus abordable. C'est sûr. Fait que, c'est une vision. C'est une vision, hein, ça dépend comment le monde le voit, là, mais ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai hâte de voir ce que le monde va dire là-dessus, là, honnêtement. Là, Mais tu sais, ça reste que quand même, ça reste que c'est la réalité quand même. Au final, mais oui, clairement que nous, combien de gens que je vois qui me disent « Ah, ça vaut pas ça ». Je comprends que dans certaines visions des gens, ça peut ne pas le valoir, mais à un moment donné, le marché parle, puis le marché est rendu là. Il faut regarder les comparables vendus. Puis ça, je le dis souvent à l'interne aux courtiers. Hein, nos courtiers à l'interne, chaque promesse d'achat que vous faites pour des acheteurs, vous devez avoir une évaluation qui est faite. Ouais. Parce que l'acheteur que tu représentes doit savoir c'est quoi les comparables vendus dans le secteur, la gamme de prix c'est quoi, avec garage, pas de garage. Il faut vraiment montrer à nos acheteurs c'est quoi les comparables qui ont été vendus dans le même secteur. Pas la même rue, pas nécessairement, tu sais, si on peut avoir le même quartier, c'est excellent, mais du moment que c'est le même secteur, mais oui, encore mieux, si c'est le même quartier et tout, s'il y a assez de comparables dans le secteur pour arriver avec une bonne évaluation, c'est parfait. Mais vraiment, on doit toujours montrer à nos acheteurs le pourquoi qu'on décide, qu'ils décident de faire une offre à ce prix-là. Parce que dans le fond, les acheteurs, ils connaissent pas les comparables vendus. Puis nous, en tant que courtier immobilier, c'est un plus-value qu'on amène de leur montrer qu'est-ce qui a été vendu dans le secteur, le prix demandé par rapport au prix finalisé. Ou, on va en revenir aussi que aller voir le courtier qui vend la propriété, c'est pas la meilleure option. Personnellement, moi, je suis... je sais, il y a une nouvelle loi qui est arrivée au Québec depuis juin 2022. Mais ils disent que c'est une nouvelle loi. C'est pas une nouvelle, ça a toujours existé. Seulement que maintenant, tu es obligé de le mentionner. Et de faire signer un document. Et signer un document qu'avant, tu ne faisais pas signer. Mais tu donnais toujours un traitement équitable. Avant, ils disaient, OK, je peux représenter les deux. OK? Mais ça a toujours été que tu devais donner un traitement équitable. Tu ne peux pas jamais représenter les deux. Si tu as un contrat avec un, tu peux avoir un contrat avec l'autre. Puis je pense, dans le temps, tu ne faisais pas un contrat avec les acheteurs non plus. Bien, ça l'existait. Ça existait, le compte de CCA? Oui, ou ça a été fait après? Je pense que ça a pas mal toujours existé. Est-ce que j'en faisais dans ce temps-là? Non. Mais je pense que oui, quand même. Là, il devait avoir. Le contrat d'achat doit quand même exister depuis plusieurs années. Tu sais. Mais c'est pas quelque chose que, pour ma part, moi, c'était une pratique courante quand j'ai commencé dans l'immobilier. Maintenant, avec la nouvelle réglementation et tout, c'est sûr que oui, maintenant, pour pouvoir représenter un client, on doit avoir un contrat avec lui, soit de vente, qui était naturellement un contrat de vente, et pour l'acheteur, pour pouvoir le représenter, on doit avoir un contrat d'achat avec lui. Donc, c'est sûr que... Mais ça, la gamme a beaucoup changé. Hein? Ouais. On parlait du COVID tantôt, les offres multiples et tout. Donc, l'OACQ s'est penché là-dessus pour essayer que le public soit le mieux protégé possible. Puis maintenant, c'est ça, une des réglementations qui est sortie, c'est d'avoir maintenant un contrat avec ton acheteur pour pouvoir le représenter. Puis, est-ce que c'est bien? Moi, je pense que oui. À la fin de la journée, je crois que tous les acheteurs devraient avoir son propre courtier, puis le vendeur devrait avoir son propre courtier aussi pour le représenter. Au final... Pourquoi? Pourquoi que l'acheteur devrait avoir son propre courtier?
Au final, moi, je pense vraiment que d'avoir son propre courtier qui représente tes propres intérêts, je crois que ça a toujours, moi, pour ma part, ça a toujours été comme ça que je voyais les choses, dans le sens que je trouve que quand tu as ton propre courtier avec toi, oui, les courtiers, la majorité, on est très honnête, on fait notre devoir, on fait notre travail de façon honnête, mais quand même, je pense que des fois, d'avoir des formations du côté du vendeur, qu'on sait peut-être quel genre de prix est prêt à aller. Je te poserais la question, David, là, pourquoi que les acheteurs devraient être représentés dans une transaction et ne pas aller voir le courtier qui vend la propriété? Écoute, c'est une très bonne question. Puis ça, c'est un sujet que je vois beaucoup revenir sur les médias sociaux et tout. Faut savoir aussi que depuis juin 2022, l'OACQ a amené un nouveau règlement par rapport à la double représentation, qui est un peu le sujet que tu me parles. Puis, il faut dire quand même que de base, nous, à l'interne, chez Remax Sécurité, même Steve aussi, même avant que cette loi-là, que l'OACQ produise cette loi-là, on a toujours été pour que chaque partie d'une transaction ait son propre courtier. On favorise la collaboration de d'autres courtiers sur la transaction. Oui, toujours. Parce que de base, je crois que c'est, pour moi personnellement, ça c'est vraiment un choix qui est personnel. Ouais. Je trouve toujours que je suis toujours plus à l'aise quand un acheteur a son propre courtier immobilier pour lui. Puis par rapport à ce que l'OACQ a instauré comme règlement depuis juin 2022, c'est que techniquement maintenant, nous en tant que courtier du vendeur, on représente le vendeur. Donc si un acheteur vient nous voir directement, puis décide de ne pas vouloir se faire représenter. Nous, c'est sûr qu'en tant que courtier inscripteur, on doit lui demander s'il y a un courtier qui le représente. On peut lui en référer aussi. On lui demande, écoute, si tu veux, on peut te référer des courtiers immobiliers. Puis ça, à la fin de tout ça, l'acheteur décide de vouloir quand même transiger avec vous. Il faut savoir que nous, on ne le représente pas. On doit lui donner un service qui est équitable. Et quand je parle de service qui est équitable, ce que ça l'amène, c'est que nous, techniquement, on ne peut pas négocier de prix pour lui. On ne peut pas non plus lui dire quelles conditions qu'on mettrait. Tellement, on ne peut pas le conseiller. Tellement, moi, je suis l'acheteur, tu me représentes, puis on est assis, on est rendu, on doit faire le contrat, puis je vais dire, hey, David, c'est quoi le prix? Quoi je devrais mettre comme prix? Qu'est-ce que tu vas me dire? Je peux pas, mais c'est vraiment vas-y avec le prix que toi, tu es à l'aise, parce que d'un sens, nous, étant donné qu'on représente le vendeur, mais je peux vraiment pas te guider. Puis l'OACQ est quand même assez clair là-dessus, dans le sens que si nous, en tant que courtier immobilier, on représente le vendeur, on peut, et que le but du vendeur, c'est de vendre à les meilleures conditions à un meilleur prix. Nous, en tant qu'on ne peut pas vraiment conseiller un acheteur le meilleur prix et tout, parce que tellement quand tu es un acheteur, ton but dans la transaction, c'est d'acheter la propriété le moins cher possible avec les conditions avec les meilleures conditions pour toi. Si je viens de voir, je vais sauver la commission. Non, ça, c'est vraiment une autre chose qu'on entend beaucoup sur Internet, dans le sens que les gens disent mais je vais aller voir directement le courtier inscripteur. Puis, tu sais, moi, à la fin de la journée, on en a parlé dans le premier podcast. En fait, tu sais, pour 85% des gens dans la vie, l'achat de leur propriété, ça va être leur plus gros achat de leur vie. Donc, tu sais, moi, je crois que dans ce moment-là, le but, c'est qu'on soit le mieux représenté possible. Puis, côté commission, est-ce que ça va être mieux pour le vendeur? Est-ce que ça va être mieux pour l'acheteur? Je pense que les contrats sont déjà préétablis. Avant la mise en vente du marché. Exactement. Fait que, tu sais, c'est pas des choses que, oui, ça peut se négocier, mais en temps normal, c'est déjà fait dans le contrat, puis c'est déjà stipulé si les courtiers ont mis ces clauses-là de baisse de rétribution advenant qu'il y aurait un client direct qui n'est pas en offre multiple. Encore là, c'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet, mais rendu là, je vous dis vraiment, acheteur, prenez votre courtier, faites-vous représenter par votre courtier, quelqu'un à qui vous avez confiance, que vous connaissez, ou des références de gens qui ont déjà acheté avec telle ou telle courtière ou courtier. Puis vraiment, pensez à vos intérêts. C'est le plus gros achat de votre vie. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment être représenté. Puis si on va voir le courtier inscripteur, on n'est pas représenté. Puis pour une transaction aussi importante, je crois vraiment j'encourage vraiment tous les acheteurs à être représentés par un courtier immobilier. Parce qu'en étant être représenté, puis on dit, moi, toi, tu es le vendeur, tu représentes le vendeur, moi, je représente l'acheteur. Moi, je vais te sortir les comparables. Je vais visiter la propriété avec toi. Je vais venir à l'inspection avec toi. Je vais venir chez le notaire avec toi. S'il y a un problème, là, mais je suis là. Puis en plus, on a une assurance, on est protégé, puis ce qui vous protège aussi. Fait que si advenant que, bon, j'ai fait une faute déontologique ou une faute... C'est jamais arrivé encore, mais ouais. Si ça l'arrive, on a quand même des assurances pour ça. Puis, c'est même pas vous qui payez le courtier. C'est stipulé dans le contrat de vente que David va me donner une rétribution. Alors, dans le fond, je travaille gratuitement pour l'acheteur. Je vais être rémunéré par le courtier du vendeur. Au Québec, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Que le marché immobilier fonctionne. Mais cette semaine, on a eu quand même un dossier assez compliqué avec un de nos courtiers à l'interne quand même. Ouais. Steve, tu peux expliquer un peu la situation? C'est ça, avec un de nos courtiers à l'interne, dans le fond, c'est rare, tu vois ça. Si tu avais un examen à l'OACQ, je te dirais qu'il y a pas mal de monde
qui l'échouerait, cette question-là. Même si ce serait exagéré comme question quasiment. C'est très, très complexe. C'est beaucoup de détails quand même. C'est à vérifier, tu sais. Puis si t'es pas... Même si tu as de l'expérience, mais tu n'as jamais vécu cette situation-là, même toi, tu pourrais échapper certains détails. Là. C'est sûr. Tu sais, dans le fond, on se fait confiance en tant que professionnel, chacun. Mais il faut. Mais oui, puis il faut, c'est sûr. Mais donner un exemple, là, dans le fond, pas l'exemple, on va vous donner le modèle, puis dans le fond, ça va à vous de peut-être de mettre dans les commentaires comment que les premières vérifications, qu'est-ce que vous devez faire. C'est plus pour les courtiers qui savent c'est quoi les étapes. Là. Si vous êtes une personne qui est vraiment fort en immobilier, vous savez les étapes, mais gênez-vous pas, dites-le. Mais c'est sûr qu'on va donner les étapes au niveau de cette transaction-là pour être sûr que la prochaine fois, si ça vous arrive, mais au moins vous savez par où commencer puis quoi faire. Mais tu sais, c'était une propriété qui était en vente. Il y a eu 12 offres dessus. Un offre a été accepté dessus. Elle est tombée à cause de l'inspection, je pense. Elle est tombée à cause de l'inspection? Ben, en tout cas, la première offre, elle est tombée. Oui, la première offre. Fait que dans le fond, notre courtier avec son client, ils ont fait une offre dessus. Ils ont été acceptés. Le courtier avait fait des vérifications avec la courtière parce qu'il y a des documents qui manquaient. Mais dans le fond, cette propriété-là, la courtière l'a mis sur le marché. C'est une succession. Le père est décédé, il est transféré à la mère est décédée, c'était transféré au fils. Le fils l'a mis à vendre, mais il habite en Ontario, il n'habite pas au Québec. En Ontario, c'est les avocats qui s'occupent de... Les lois sont différentes qu'au Québec, en fait. Selon là-bas, on a vérifié, c'était les avocats qui font les successions. Je pense que ça faisait 3 ans qu'ils étaient en train de régler le testament. Qu'est-ce qu'on a su, l'information. Puis la courtière a fait ses vérifications, elle a demandé à l'avocat de mettre la propriété en vente. L'avocat a dit, mets la propriété en vente, pas de problème. On ne va pas expliquer... Dans le fond, il y a eu un problème dans le dossier. Clairement, oui, il y a eu un petit problème, dans le fond, par rapport à la mise en marché, parce que comme Steve disait, les lois au Québec et les lois en Ontario sont différentes concernant une succession, puis concernant les documents que le successeur doit avoir pour pouvoir, le liquidateur, en fait, doit pouvoir avoir en ses mains pour mettre la propriété sur le marché. Donc, il y a peut-être eu un petit manque de communication ou de savoir, dans le sens qu'en Ontario, clairement que l'avocat ne connaissait pas nos règlements ici à l'interne. Au Québec, oui. Puis nous, de notre côté, on avait fait nos vérifications. On avait vu qu'il manquait un document, mais en appelant la courtière concernée, elle disait que non, elle l'avait, qu'il n'avait juste pas été encore publié. Donc nous, dans le fond, on a cru ce que la courtière nous disait. Puis dans le fond, c'est ce qu'on doit faire en tant que courtier immobilier. Puis donc, on a quand même procédé avec l'offre d'achat. Notre courtier a eu son offre acceptée à la 2e mise en marché. Puis là... Il devait passer chez le notaire, puis le notaire les avait appelés, disait hey, on ne pourra pas faire la transaction. Oui, il nous manque un certain document. Donc, c'est ça. Quel document on va demander laquelle? Et... Mais quel document vous pensez qu'il manque par rapport à une transaction que le notaire, quand il a reçu toute la documentation, a dit moi, je ne peux pas faire cette transaction-là présentement parce qu'il me manque un document précis. Donc, peut-être si vous pouvez l'écrire en commentaire, ça serait quand même cool de voir les réponses des gens. Puis, par la suite, la semaine prochaine, on pourrait vous dire aussi comment que cette histoire-là, c'est terminé, mais en fait, elle n'est pas terminée encore. Donc, on est encore en train de régler le dossier. Puis dans le fond, c'est ça le travail quand tu es aussi copropriétaire. Là, dans le fond, des fois, on doit simplifier le dossier. Puis le but, c'est toujours que les deux parties s'entendent puis que la transaction finisse quand même très, très bien. Là. Fait que ça, c'était... Mais on va vous donner là-dessus la semaine prochaine. On va attendre vos commentaires sur ce clip-là, dans le fond, qu'on vient de faire. Puis voir vos réponses. Voir vos réponses, On est intrigué de voir quel genre de réponses que vous allez nous dire. Donc, on voulait vous remercier d'avoir écouté le 2e épisode de la game du courtage. Puis, on se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao.